Bien, bonjour à tous. Je suis un peu embêté parce que c'est toujours difficile de passer après un Nicolas Bouzou, qui est un si brillant orateur. Je ne le remercie pas d'ailleurs spécifiquement pour deux choses. La première, c'est d'avoir été si bon, Nicolas Bouzou, parce que, encore une fois, je vais devoir faire des efforts. Or, je ne suis pas en état physique, parce que je suis très malade, j'ai un gros rhume, donc je vais quand même devoir faire cet effort-là. Deuxièmement, il m'a complètement déprimé, parce que je pensais que mon fils était brillant. Or, avec ce qu'il a dit, je découvre qu'il ne doit pas l'être, puisque, et je vous montre la photo, la raison pour laquelle il aime son entreprise, alors c'est ceux du premier rang qui vous apprécient, c'est qu'il a pu venir le jour d'Halloween déguisé en dinosaure avec 4 amis et jouer au baby-foot déguisé en dinosaure. Je suppose donc que mon fils n'est pas si bon que ça, et ça me déprime terriblement. Voilà. Alors heureusement, j'avais prévu de me venger à l'avance, puisque lorsque je l'ai appelé pour qu'on se coordonne sur le sujet, il m'a tenu ce discours sur les PowerPoint dans les entreprises. J'avais promis aux organisateurs que je viendrais sans PowerPoint. Et comme il m'a dit ça, je me suis dit, je vais venir avec un PowerPoint. Donc je vais vous montrer une image, en fait. Bon, ça c'est l'introduction, mais une image, c'est celle de l'iceberg. Et ce que je vais essayer de vous raconter, c'est vous raconter l'agilité à travers cette image de l'iceberg. Non, ce n'est pas une glace à manger, c'est vraiment un iceberg. À travers cette image de l'iceberg que je vais vous commenter. Pour le commenter, l'idée c'est de vous présenter l'agilité de l'entreprise dans ses différentes caractéristiques, y compris dans cette dimension humaine. Et pour vous raconter la dimension humaine, je me suis dit il faut prendre un homme ou une femme. Mais en l'occurrence, j'avais qu'un homme sous la main, moi-même. Donc je vais vous raconter mon histoire personnelle et à travers mon histoire personnelle, la vie des entreprises et ce vers quoi elles évoluent. Après, j'ai appris une chose très importante, que Nicolas a faite d'ailleurs tout à l'heure, c'est quand on fait une conférence comme ça, il est assez intéressant, efficace d'annoncer la couleur avant et de dire comment ça se passe. Alors le principe d'annoncer la couleur avant, c'est d'ailleurs donner lieu à un outil de management agile qui date d'il y a au moins 40 ans, d'un monsieur qui s'appelait Régnier, qui travaillait dans la pharmaco. C'est une machine à voter où on vote par la couleur et on vote avant de discuter. Intéressant, on donne son opinion avant. Alors, je vais vous donner mon opinion sur l'agilité. L'agilité, premièrement, ça n'a rien de nouveau. Deuxièmement, l'agilité, ce n'est que du bon sens. Troisièmement, l'agilité, c'est facile. Quatrièmement, l'agilité n'est pas un modèle qui vient en substitution d'un modèle existant. L'agilité n'est qu'une couche après couche, des couches qu'on a ajoutées. Et ces couches, on les a ajoutées à travers 3 périodes que je vais symboliser dans mon iceberg par le haut de l'iceberg, le milieu de l'iceberg et le bas de l'iceberg. Alors, je vais commencer cette histoire. Moi, je sais, je ne le parais pas, mais je vais bientôt avoir 59 ans. Je suis né en plein milieu des 30 Glorieuses. Merci pour le sourire, ça fait plaisir. Je suis né en plein milieu des 30 Glorieuses. Et quand je suis né, arrivé au monde, dans le mauvais pays pour de mauvaises raisons, mon père était militaire, donc je suis né en Algérie. Et j'ai été élevé, je suis allé à l'école comme tout le monde, petite école, moyenne école, collège, lycée, etc. Et j'ai été élevé à un seul dogme. C'est « travaille bien mon fils, tu auras une belle situation ». Tu auras une belle situation, tu auras de l'argent. Tu auras de l'argent, tu pourras te payer tout ce que tu veux. Bon. 4 enfants dans la famille, les 4 comme ça. Tous mes amis, même système éducatif. Travaille bien. Alors après, je me suis posé la question, ça veut dire quoi, bien travailler? J'ai regardé chez ma mère récemment une photo de moi enfant, j'ai compris. Une photo où je suis comme ça, assis. Les bras bien à plat, avec un cahier très propre, bien tenu devant moi, avec un trait rouge tracé à 4 cm de la marge. Okay. Donc bien travailler, ça veut dire faire bien les choses. Alors attention, autant Nicolas vous amène beaucoup de culture, moi je vais vous embêter sur le vocabulaire. Et donc faire les choses, je suis en train de vous parler du haut de l'iceberg, la partie que l'on voit, la partie bien tangible. Faire les choses, faire physiquement les choses. C'est un monde du matériel, c'est un monde du tangible. On fait bien des choses tangibles et on gagne bien des espèces sonnantes et trébuchantes bien tangibles. Donc c'est une approche très matérialiste du monde. On vient de là. La révolution industrielle a amené une manière complètement matérialiste de voir le monde. Plus on fabrique d'objets, plus on gagne d'argent.
selon le principe des économies d'échelle. Alors ce principe, je ne sais pas si vous vous êtes amusé à le calculer, moi ayant fait comme Nicolas des études d'économie, j'ai calculé. Grosso modo, on dit qu'à chaque fois qu'on double les volumes, on triple la rentabilité. Waouh! Alors ce qui est intéressant, c'est quand, après les 30 Glorieuses, j'ai eu interviewé un dirigeant d'un grand groupe, par pudeur, je ne vais pas dire le nom, mais c'est un grand groupe électrique, de produits électriques d'origine grenobloise, avec un nom à consonance germanique, voilà, je suis discret, et qui a 62% de part de marché mondial au moment où je fais l'interview de ce dirigeant, et qui me dit, ouais, il faut qu'on double nos volumes de production pour surfer encore dans les économies d'échelle. Et là, je l'ai regardé, mais comment tu fais pour doubler 62% de part de marché mondial? Mais ça ne l'interpelle pas, lui, hein. Pas du tout. Il est axé là-dessus. Pourquoi? Parce que comme moi, il est né dans les 30 Glorieuses, il est né à cette nourriture-là, à ce lait-là. Alors ça donne quoi en termes d'entreprise et de comportement d'individu? On se concentre sur le haut de l'iceberg, on peut le toucher, il est bien tangible, bien concret. Ça donne des entreprises qui fabriquent des produits ou des services, mais physiques, bien concrets. C'est des nuits d'hôtel, c'est des nombres de stylos, c'est des voitures, et essentiellement des voitures, c'est le produit phare de l'époque. Okay? Et on va les fabriquer dans le plus grand nombre possible. Et pour vérifier et montrer qu'on est une entreprise de qualité dans ce monde de volume, on va inventer un truc qui est extraordinaire, qui s'appelle la certification ISO. Puisqu'il y a bien une certification de qualité, on est d'accord. Hein? Et on dit une entreprise est de bonne qualité si elle est certifiée ISO. Que dit ISO? Alors, je suis désolé, c'est la minute vulgaire. Je ne sais pas le faire autrement qu'avec un gros mot. Donc ISO dit, je dis ce que je fais, je raconte comment je vais le faire, je prouve que j'ai bien fait en respectant tout ce que j'ai dit à l'avance. À ce moment-là, je suis certifié ISO. Donc par exemple, je dis que je fais un stylo de merde, je raconte comment je vais faire ce stylo de merde, je prouve que j'ai bien respecté tout ce que j'ai annoncé à l'auditeur, et je suis certifié. Mais j'ai fait un stylo de merde. Mais ça, ce n'est pas un problème à l'époque. Parce qu'à l'époque, 30 Glorieuses, sorties de la guerre, waouh, tout le monde veut tout acheter, et puis on veut posséder. On est dans cette société matérialiste où le seul but, c'est de posséder un maximum d'objets chez soi. C'est la preuve de la réussite. On veut une maison, 2 maisons, 3 maisons, une voiture, 2 voitures, 3 voitures, une machine à laver, 2 machines à laver, 3 machines à laver, un frigo, 2 frigos, 3 frigos, toujours plus gros. C'est ça le but du jeu. Une perceuse, une tondeuse. Voilà, on veut posséder tous ces objets-là. Alors, juste un petit bémol, je ne suis pas du tout critique. Je suis observateur. Parce que j'ai une chance inouïe, c'est que je suis enseignant, chercheur, consultant. Et dans mon métier, on dit que quand on ne sait pas faire quelque chose, on l'enseigne. Quand on ne sait pas l'enseigner, on le cherche. Quand on ne sait pas le chercher, on le conseille. Donc, ça veut dire que je ne fais pas, moi, hein, je regarde. Alors, promis, je me suis soigné. Hein, et un jour, je me suis dit, quand même, tu ne peux pas rester idiot toute ta vie. Donc, j'ai créé une première entreprise en 1999 qui s'appelait Agilis, et une seconde en 2009, c'est tous les 10 ans chez moi, donc c'est pour l'année prochaine, qui s'appelle Agiloa. Donc, je me suis un peu soigné. Mais quand même, je suis enseignant, chercheur, consultant. Et donc, je regarde les entreprises, je regarde ce qu'elles font, et je me dis, mais bon sang de bonsoir, pourquoi ça marche comme ça? Ben, ça marche comme ça parce qu'on est dans cette société du tangible. Produire, faire. Et qu'est-ce qu'on demande à un individu comme compétence personnelle? D'avoir des savoir-faire. Et c'est comme ça que quand je fais bien, je deviens manager, comme nous l'a raconté Nicolas. C'est bien connu, hein, un expert est un excellent manager. On en connaît tous. À mon avis, il n'y a pas un seul expert dans la salle, normalement. Hein, rassurez-moi. Il y a des experts, levez la main, non? La personne va oser lever la main, hein. Normalement. Ok, donc ça, c'est la première période. Et donc, moi, je suis élevé là-dedans, je vais à l'école, on me demande de bien m'appliquer. Alors, j'arrive à l'université, c'est extraordinaire, parce que j'ai des profs d'université qui s'installent avec un polycopier qu'ils ont distribué à l'entrée, et puis, ils s'assoient et ils lisent le polycopier. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le modèle d'obéissance dans lequel on est, parce que le manager, c'est faire obéir, là. Hein. C'est faire obéir et faire les tâches comme nous, experts, on sait les faire. Hein. C'est ça, un manager. Eh bien, ça se traduit dans toute l'école. Un bon élève, c'est un bon obéissant. Et je vois des élèves, alors que le professeur est en train de nous lire le polycopier, qui s'acharnent à prendre des notes. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous prenez comme note? Ce qu'il est en train de dire. Mais il dit ce qui est écrit, déjà. Donc, il y a 0 valeur ajoutée. Mais c'est important de prendre des notes. Grosso modo, toute ma vie, j'ai pris des notes. C'est ça, un bon élève, donc je prends des notes. Wow. C'est le monde d'où l'on vient.
Alors ce monde-là, j'ai l'air comme ça un peu négatif, mais alors il faut quand même admirer le résultat qu'il a obtenu. Ça a permis le développement économique, ça a permis la croissance économique, ça a permis l'enrichissement, ça a permis de sortir tout le monde, enfin l'immense majorité des gens de la misère. Et ce modèle a été copié partout dans le monde, à des vitesses différentes dans les pays émergents, de plus en plus vite, puisque c'est l'attribut de la vitesse, mais ça a super bien marché. Bien. Et ça veut dire aussi que tout ce qui est tangible dans une entreprise, encore aujourd'hui, la seule mécanique performante qui permet d'avoir le meilleur résultat économique, c'est celle-là. Ce qui fait que si aujourd'hui vous vendez des choses bien concrètes, bien tangibles, et que vous abandonnez la règle des volumes, des économies d'échelle, de l'ISO au sens où je l'ai raconté, eh ben vous risquez de perdre de l'argent. Donc ne pas perdre cette couche-là. D'ailleurs, un iceberg, si on coupe le haut, il remonte. Il y a une partie qui revient à la surface, il y a du tangible qui remonte. Donc on ne peut pas couper le haut d'un iceberg. Et bien la même chose, vous ne pouvez pas faire disparaître cette partie-là du management. Le problème, c'est que l'histoire a continué. Et donc l'histoire a continué et on a eu une deuxième couche. Et donc moi, j'arrive dans ma carrière, après avoir été consultant au chronomètre à mesurer des tâches, et à les réorganiser, les retemporiser les unes par rapport aux autres. J'ai fait ça qu'un an et demi, ouf, parce que franchement, je ne trouvais pas ça, ce boulot, très enrichissant. Je me retrouve à faire un autre boulot où on me dit il faut aider les gens à changer parce que le monde a changé. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'on est entré dans ce qu'on a appelé pudiquement la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? La mondialisation, expliquée simplement, alors Nicolas va pousser des grands cris, j'imagine, parce que ce n'est pas une version très économiste de la chose, c'est de dire que si dans tous les pays, on va prendre le modèle, le produit phare, la voiture, au Japon, en Europe, aux États-Unis, on installe d'énormes capacités de production pour surfer à fond sur la courbe d'expérience, les économies d'échelle et gagner plein d'argent, et bien tout d'un coup, on réalise que la somme des capacités de production japonaises et des capacités de production européennes et des capacités de production américaines, ça donne un résultat plus grand que le marché captif. Captable. Et donc, on se retrouve avec une offre qui tout d'un coup devient supérieure à la demande. Waouh, c'est embêtant parce que la définition de la croissance, c'est qu'il y ait une offre inférieure à la demande. Effectivement, on ne sait pas jouer avec ça. Et ça change totalement les règles du jeu économique. Ça veut dire, que la concurrence devient très sévère, possiblement avec une guerre des prix. Et 2, ça veut dire que le client prend le pouvoir. Puisqu'il va pouvoir dire non, pas toi, oui, toi, etc., choisir, zapper, et avoir des exigences différentes. Alors, les entreprises ont dû faire autre chose, et elles sont allées vers une seconde tranche de l'iceberg, elles sont passées sous la ligne de flottaison, elles sont allées vers quelque chose de moins tangible, d'un peu moins physique, matériel. Elles sont allées vers les services. Les premiers services qu'elles ont développés, c'était des services liés à la compétence technique, au savoir-faire. Donc le premier service, c'est donc de réparer, d'entretenir. Ça demande les mêmes compétences que pour faire, mais c'est du service associé. OK. Et puis ensuite, elles sont allées vers d'autres services. C'est le début presque de la tranche suivante. Des services notamment, par exemple, d'assurance, des services financiers, de crédit. C'est beaucoup moins tangible. Elle a dit à l'ingénieur qui fabrique les voitures que maintenant on vend aussi du crédit. Pour lui, c'est intangible, c'est immatériel. Okay, donc on dématérialise petit à petit l'offre, on la complète. Alors ça a un gros avantage, c'est que ça va fidéliser. Parce que comme le client devient rare puisque l'offre est supérieure à la demande, le problème n'est plus de dire, comme disait mon premier patron, des clients, tu donnes un coup de pied dans un arbre, il y en a 10 qui tombent. Le problème, c'est de dire, les clients que tu vas essayer de les garder. Alors, dans ma vie personnelle, j'ai fait la même chose. J'ai eu une première femme et j'ai voulu qu'elle soit fidèle, comme une entreprise veut que le client soit fidèle. Alors le matin, en partant, je lui mettais des menottes et je l'attachais au radiateur. Elle était fidèle. C'est pas vrai, c'est juste pour vous faire rire. Mais évidemment, là, c'est fidèle. Alors les entreprises ont fait pareil. Elles ont fidélisé en développant ces services. Alors comme on est dans un pays qui s'appelle la Suisse, dont le métier phare est la banque, je vais vous raconter l'exemple de la banque. J'étais à l'époque
Mon argent était déposé à l'époque dans une banque qui s'appelait, on va lui donner des lettres pour le cacher, hein, on va l'appeler CL. Et cette banque, au moment où j'ai voulu acheter un appartement, au moment où j'ai déposé mes sous, m'a dit, mais vous savez, monsieur Baran, au-delà de déposer des sous, le faire, on peut développer des services pour vous. On a remarqué que tous les mois, vous aviez les mêmes virements à peu près aux mêmes acteurs. À la poste, au téléphone, au loyer, à la location de la voiture, enfin à l'achat de la voiture, etc., etc. Je dis, bah ouais, c'est cool, ça m'aiderait bien, parce que tous les mois, faire les chèques, les envoyer, ça me coûte un timbre, etc. Ah, mais notre service est quasi gratuit, j'aime bien le quasi. Chez un banquier, enfin, j'étais inquiet quand même, là. Hein. Mais bon, et je dis, bah super. Et je me dis, cette banque, elle est quand même super, ce CL est super. Et donc, me voilà à me débarrasser de ça. Petit à petit, je me suis mis à plus faire mes comptes, d'ailleurs, parce que la fainéantise, c'est quelque chose qui se cultive bien. Hein. Et puis, un jour, je rembourse enfin le dernier argent de mon prêt étudiant, parce que j'ai voulu prendre mon indépendance très tôt. J'ai travaillé beaucoup en même temps que mes études, mais j'ai aussi fait un emprunt. Et puis, avec ma femme, on se dit, tiens, si on achetait enfin un appartement. Et c'est la femme qui n'était pas attachée au radiateur, celle-là. Et on achète un appartement, évidemment, je vais voir le CL, qui est une si bonne banque. Et puis, ils me disent, ben voilà, on a un taux, alors je ne me souviens plus, mais 8% à l'époque, quelque chose comme ça. Je dis, bon, ça vous embête? Parce que j'étais embêté, c'est une bonne banque, si je vais demander à la concurrence. Et là, j'ai eu une réaction en face de moi étonnante. Le type, il me dit, en se vautrant dans son fauteuil, bien sûr, pas de problème, monsieur Baran, allez-y. Je dis, il est bien serein quand même. J'ai pas bien compris. Bon, je vais voir l'autre banque qui me propose 6%. Je reviens vers le CL et je lui dis, ben voilà, on me propose 6%. Oh là, je ne sais pas comment ils font, c'est impossible, vu la situation économique, etc. Monsieur Baran, je ne peux pas m'aligner. Je dis, bon, ben, je suis un peu désolé parce que je suis un garçon très fidèle, mais là, je vais devoir vous quitter, quoi, parce que 2% sur un achat un peu important, enfin, vous connaissez bien le système ici en Suisse, hein, ça fait beaucoup d'argent à la fin. Et il me dit, ben d'accord. Puis au moment où je m'en vais, il me retient, au moment où j'ai la main sur la poignée, je me retourne, oui, et il me dit, monsieur Baran, vous penserez à faire vous-même tous les changements de virement automatique mensuel? C'est quoi ce système? En fait, j'ai découvert pendant 3 mois, c'est l'époque où je suis devenu beau, où j'ai perdu beaucoup de cheveux. Oui, c'est le canon de beauté aujourd'hui d'être. Et donc, désolé Nicolas. Et donc, j'ai compris ma souffrance, ma douleur, parce que évidemment le CL a été mauvais joueur et a continué à faire certains virements que j'avais déjà passés à la BNP. La BNP, à l'époque, on ne savait pas encore faire ça très en automatique, ne savait pas très bien faire, et ne faisait pas certains virements, ou faisait certains virements. Enfin, je me suis retrouvé à payer 2 fois mes impôts, ce qui est très douloureux en France. Je me suis retrouvé à payer 2 fois mon loyer. Je me suis retrouvé à ne pas avoir payé ma voiture, on a failli me l'enlever. Enfin, c'est un truc épouvantable. Alors évidemment, ça ne se ferait plus. Ça ne se ferait plus, par exemple, aujourd'hui, on ne pourrait pas dire bah, tiens, je vous donne un produit, je montre celui-là au hasard, hein, je vous vends un téléphone à 39 €, à 29,99 €, alors qu'il en vaut 700. Par contre, vous restez 2 ans chez nous. Ce serait une stratégie passéiste, qui date de ce que moi j'ai appelé les 20 périlleuses, qui sont les 20 années qui sont arrivées derrière les 30 glorieuses. Je suis un peu poète, donc je fais des rimes périlleuses versus glorieuses. Et ce monde-là, c'est un monde où il faut changer, il faut introduire des services, mais on n'enlève pas le produit, hein, parce que le service de faire les virements automatiques sans le service de récupérer l'argent, ça ne marche pas. Le service d'entretenir la voiture sans avoir vendu la voiture, ça ne marche pas. Donc là, on est bien dans un modèle cumulatif, il faut les 2 tranches. Donc il faut faire du productif, du volume sur le produit, et il a fallu commencer à s'intéresser aux clients, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à l'être. Et on a demandé aux collaborateurs de développer une capacité d'être. Et moi, je suis devenu assez naturellement un consultant qui utilisait des tests de personnalité. MBTI, Process Communication, Insight, PAPI, SOSI, vous en avez sûrement passé un dans votre vie au moins une fois. Et la mission consistait aussi à expliquer aux collaborateurs,
Le patron a décidé de changer, parce qu'on restait dans un système pyramidal. Hein. Le patron a décidé de changer quelque chose, donc on va le mettre en place. Et on essayait de gérer les problèmes d'ego, les problèmes de pouvoir chez certains managers et chez les collaborateurs. On essayait de faire passer la pilule, tant bien que mal. On faisait ce que j'appelle, moi, du management de changement ex post. Le changement est décidé, il est mis en place et les consultants viennent pousser le changement et faire en sorte que ça s'installe. On voit qu'ils sourient, ils ont dû le vivre. OK, très bien. Alors ça, c'est un deuxième modèle d'entreprise, mais qui n'est pas venu en substitution, qui est venu en complément, parce que le monde changeant, le contexte changeant, il a bien fallu s'adapter pour rester en place. Et alors, j'ai découvert en 1999, en travaillant, j'ai eu l'occasion d'auditer 450 PME dans la région Grenoble, enfin, de Grenoble à Feurs, derrière Saint-Étienne, sur toute la ligne droite. Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Feurs. Et je me suis rendu compte que les entreprises, elles avaient fait ça toutes seules, quoi. Bien plus vite que les grandes entreprises, bien plus vite. Et alors, malheureusement, tout ça, comme dit le grand humoriste, c'était avant le drame. Et le drame, c'est la révolution dont nous a parlé Nicolas, c'est la révolution du numérique, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Voilà. Et il nous dit vitesse, capital, oligopole. J'ai pris des notes parce que je suis un bon élève, je suis un bon obéissant, parce qu'il m'a dit il y a interro écrite à la fin. Donc voilà. Et cette troisième couche qui est arrivée, je l'ai appelée la couche de l'agir en termes de comportement. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde que les agilistes qualifient de VICA. VICA, c'est à peu près ce qu'il a dit, mais les agilistes utilisent ce mot-là. Ils parlent de volatile pour le V, d'incertain pour le I, de complexe pour le C et de A, ambigu pour le A. Ça donne VICA, c'est un acronyme à peu près utilisé par tout le monde dans le milieu. Et dans ce monde turbulent, il faut bouger à toute vitesse. La vitesse est un élément fondamental et c'est la source de l'agilité. Et là, il y a une erreur, un péché originel, pour une fois pas à cause des femmes, parce que dans la religion catholique, le péché originel, il est très féminin. Là, je ne sais pas d'où il vient, à cause de qui, mais il y a un péché originel qui est de dire il faut créer une nouvelle entreprise, un nouveau modèle. Alors qu'en réalité, on n'a fait que vider la mer et faire apparaître le bas du glaçon, le bas de l'iceberg. Et on a besoin des deux niveaux supérieurs. Donc l'agilité n'est pas un modèle substitutif, on va le voir, je vais le préciser. Donc le modèle, le contexte VICA nous oblige à agir plus vite, à fonctionner plus vite. En fait, à agir, j'ai pris ce mot-là parce que agir, d'ailleurs, c'est la même racine étymologique que agilité. Et agir, c'est être capable de prendre son faire et de prendre son être et de l'ajuster au contexte. Je répète, c'est très important. C'est j'ai l'habitude de faire d'une certaine manière, je suis expert, je suis compétent, et je fais toujours pareil. Sauf que si le contexte bouge, il faut que je sois capable de bouger un petit peu. Je vais vous raconter un exemple très concret. Je suis en train de visiter un chantier Vinci Énergie, chez qui je suis en train d'intervenir il y a 3 ans à peu près. Et on arrive sur un chantier du tramway à Grenoble, et le patron de la boîte qui m'accompagne, tout d'un coup, est interpellé par un ouvrier électricien qui dit « Patron, j'ai eu un problème ce matin. » Ah bon, quel problème? Ben voilà, on a sur le chantier, on installe un bloc Vinci Énergie où on fait des connexions électriques, juste à côté d'un bloc EDF, et l'ouvrier d'EDF s'est trompé, il a fait les branchements EDF sur le bloc Vinci. Et alors, dit le patron, il dit j'avais 2 solutions. Je vous jure que ça s'est passé comme ça. Les mots ne sont peut-être pas exactement les mêmes, mais la situation est bien réelle. Il dit j'avais 2 solutions. La première solution, c'était d'avertir mon patron dans la boîte, de chez Vinci, qui lui-même en aurait peut-être parlé avec vous. Vous n'auriez pas été content, vous m'auriez dit d'arrêter. Vous auriez appelé votre homologue chez EDF, qui se serait descendu, alors là, dans 14 niveaux hiérarchiques avant d'arriver à l'ouvrier. Okay. Et puis, l'ouvrier se serait fait engueuler. Et puis, à ce moment-là, vous auriez négocié une solution. Et puis, on aurait fini par modifier leur truc, refaire le branchement de l'autre côté. Tout ça aurait pris au moins 15 jours. Or, les stations de tram, elles s'enfilaient les unes après les autres. Et il dit, j'avais une deuxième solution. C'est comme c'est la 5e station de tram sur laquelle je travaille, je connais les gens qui coulent le béton, je connais les gens qui cassent la route, je me suis fait copain avec un des ouvriers, et là je me suis fait copain avec un des ouvriers, et donc celui qui casse la route, j'ai dit, ton marteau-piqueur, tu peux me passer là 50 cm en prenant les marges de sécurité,
pour éviter tout problème sur le câblage électrique précédent, me faire un trou là et un trou là, dans lequel je vais faire passer ma gaine pour aller me brancher sur le tableau d'à côté. Et puis celui qui coule du béton, je lui dis, si je te vole un seau, ce n'est pas un problème, ça ne se voit pas sur l'immense quantité de béton que tu coules. Et il me dit, pas de problème. J'ai mis mes gaines, j'ai mis mes câbles, j'ai rebouché avec le ciment, je me suis branché sur le tableau d'à côté. Une fois que j'ai eu fini mon tableau électrique, j'ai pris la porte du premier tableau, je l'ai mis sur le deuxième, j'ai pris la porte du deuxième tableau, j'ai mis sur le premier. Et l'affaire est réglée. Je n'ai pas perdu une minute. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai rien à apporter à cette entreprise. Alors Vinci Énergie, je ne vous parle pas du groupe, je vous parle de la filiale Grenoble, qui est une boîte de 50 personnes environ. Je parle bien d'une PME. On a quelqu'un qui a mis en place son savoir-faire, mais son savoir-faire, il l'a modifié. Il a osé faire quelque chose de différent dans le faire. Il a su se comporter, avoir un lien avec des personnes, éviter un problème, parce que c'est à la vie, à la mort avec l'ouvrier électricien de chez EDF entre eux deux. Et ils savent très bien que sur les stations suivantes, ils vont s'entraider, s'épauler. Et il a agi, c'est-à-dire qu'il a modifié le faire et l'être en fonction du contexte pour faire gagner du temps à tout le monde. Ça, c'est remarquable. Ça, c'est la véritable agilité. Mais on est bien obligé d'avoir les 3 étages de la fusée. Alors dans les entreprises, en termes d'agilité, ça veut dire qu'une entreprise agile, c'est une entreprise qui va être capable de travailler sur ces 3 niveaux. Et du coup, stratégiquement, on n'est plus focusé sur le produit ou le service. On va ajouter un truc très important qui marche dans la société d'aujourd'hui. Nicolas l'a dit, j'essaie de faire des liens avec lui, vous noterez, mais je suis obligé de regarder mes petites notes. Il a dit, faut créer des technos, il faut faire ce que les technos ne font pas. Et moi, j'ai jamais vu une techno donner du sens. J'ai jamais vu une techno respecter des valeurs. Au contraire, elle dit, si pour optimiser l'écologie, il faut supprimer l'humanité, je supprime l'humanité. Très bien. Okay, non, mais là, ce n'est pas ça. Et qu'est-ce que les gens attendent aujourd'hui de ce que vous vendez? Ils n'attendent pas forcément que ça marche, ça ne suffit pas. Il faut que ça corresponde à des valeurs. Ils préféreront acheter des légumes bio que des légumes avec du glyphosate et autres produits. Ils préféreront acheter un crédit dans une banque mutualiste qui repartage l'argent que dans une banque qui s'en met plein les poches. Bon, c'est un mauvais exemple ici, mais c'est pas là. Vous voyez, ils attendent quelque chose. En France, les banques font depuis 6-7 ans des publicités toujours sur fond blanc. Je rappelle que blanc, c'est la couleur de la virginité. Or, après 2008, les banques n'étaient plus considérées comme vierges, en tout cas en France. Et donc, voilà, elles cultivent la valeur. Les entreprises automobiles, qu'est-ce qu'elles vendent? Elles ne vendent plus des voitures. Elles ne vendent plus des voitures. Elles vendent des choses qui ne polluent plus. Okay? Et pour tous les produits, c'est de la même manière. C'est ça qui va compter le plus. Donc, on vend du sens et de la valeur. C'est pour ça que dans l'agilité, c'est un de mes points de désaccord avec Nicolas, il y a du sens. C'est même premier. On dit bien, il n'y a jamais d'agilité sans sens. Et en termes de fabrication, on vend quelque chose qui est de l'ajustement au contexte, de l'ajustement à l'autre. C'est cet agir. C'est ça qui va devenir le facteur clé de succès. Un bon collaborateur n'est pas celui qui sait bien faire. Moi, si j'ai le choix entre un collaborateur qui sait très bien faire et un collaborateur qui a cette capacité systémique dont parlait Nicolas, à se connecter à son contexte, à en tenir compte pour modifier son habitude, pour modifier son caractère, sa tendance naturelle, celui-là, c'est un très bon collaborateur. Et je préfère recruter celui-là que le meilleur technicien. Qui plus est, la technique, il l'apprend tout seul. Ou je vais lui apprendre. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, ça. Tout le monde peut l'acquérir. Je suis également professeur. Moi, je dis dans mon école de commerce à Grenoble, comme à Fribourg, je dis supprimer 80% des cours. 80% des cours, aujourd'hui, consistent encore à apprendre à faire les choses aux étudiants. Mais c'est débile. Ils peuvent tout apprendre tout seuls sur Internet. C'est complètement débile. Michel Serres, qui est un homme que j'admire beaucoup, raconte, il dit, il y a 40 ans, quand je commençais à enseigner, j'y allais tranquille. J'entrais dans la salle de classe, j'étais le seul à savoir, j'étais le sachant, les autres en face, ils ne savaient rien. Il dit, aujourd'hui, quand j'entre dans une salle de classe, alors il ne le fait plus beaucoup, vu l'âge qu'il a, il dit, je suis très angoissé.
Parce que dans la salle, il y a des gens qui connaissent plus de choses que moi sur certains sujets, et puis ce que je suis censé leur apprendre, ils l'ont déjà lu dans les bouquins, et comme c'est des gens brillants, parce qu'ils enseignent à un très haut niveau, ils ont déjà acquis tout ça. Je dis, à quoi je sers? Qu'est-ce que je vais faire pendant les heures qu'on m'a demandé d'occuper et de remplir? Et donc, il faut supprimer ces cours-là. Par contre, on va les remplacer par quoi? Puisqu'on supprime les cours de faire, eh ben, on va les remplacer par des cours sur l'être et sur l'agir. Et quand on va recruter un collaborateur, qu'est-ce qui est important? C'est savoir-faire? Non, pas tellement. On va regarder son être et son agir. Et personnellement, je ne regarde plus que l'agir. Parce que si on prend vous tous dans la salle, qui êtes des gens à des postes importants, avant vous, il y avait quelqu'un qui tenait ce rôle, sauf pour ceux qui ont créé la boîte. Et puis après vous, il y aura quelqu'un d'autre qui, si la boîte survit, sera aussi bon que vous, finalement, voire meilleur. Mais quelle est la probabilité qu'il ait la même personnalité que vous? C'est une question. Quelle est la probabilité qu'il ait la même personnalité que vous? Nulle. Autrement dit, l'être, la personnalité n'est pas discriminant pour la performance. Et le faire, je viens de vous expliquer que ça ne l'était plus, puisque le savoir-faire, tout le monde peut l'acquérir. On peut même apprendre sur Internet à fabriquer une bombe pour la jeter dans une salle où on veut se débarrasser de notables, ou à fabriquer une bombe nucléaire, hein, sans être allé à Polytechnique ou à l'EPFL. Wow. Polytechnique, quand je dis Polytechnique, je pensais à l'X en France, hein, à l'école d'ingénieur. Wow. Donc le faire n'est pas important, l'être n'est pas important, l'agir, la capacité à se connecter au contexte, oui, ça c'est essentiel. Alors si je résume, l'entreprise que je vous ai racontée, c'est une entreprise qui fait du produit, mais pas seulement du produit, elle fait du service, et pas seulement du service, elle fait aussi du sens, de la valeur, elle vend ces trois choses-là en même temps. Et dans les dosages, en termes d'investissement, je vous recommande de respecter l'iceberg. La partie émergée d'un iceberg, c'est 10%. Seulement 10%. La partie du milieu, 40% peut-être, et c'est 50% tout en bas. Et donc quand vous investissez, n'investissez pas plus que 10% sur le produit. D'ailleurs, les start-upers l'ont bien compris. Tous ceux qui partent dans les nouvelles technologies, quand ils lèvent 100 millions, on sait qu'ils ne mettent que 10 millions dans la techno elle-même. Tout le reste part dans la communication, dans la relation, dans les valeurs, dans construire quelque chose, quoi. Mais qui est de l'intangible. La partie tangible, ils ne mettent que 10 millions dessus, 10%. Ça, c'est au niveau de l'offre. Au niveau de la stratégie, une entreprise agile, elle n'est plus à faire un plan stratégique. Je ne vois plus une seule entreprise faire un plan stratégique. Parce qu'avant, c'était bien confortable. Dans les 30 Glorieuses, on avait un environnement relativement stable. Donc les entreprises faisaient un plan à 5 ans. Puis quand c'est devenu instable, elles se sont mis à faire des plans à 3 ans. Ensuite, elles ont inventé le plan à 3 ans glissant, c'est-à-dire qu'elles révisent tous les ans. Aujourd'hui, ils font du budget annuel. Par contre, Nicolas l'a dit, il faut du sens, il faut une direction, il faut un patron qui dise où va-t-on? Et donc les entreprises aujourd'hui, et quand je fais des interventions sur la dimension stratégique, notamment avec un ami qui s'appelle Karim Benhamer, qui a inventé une notion extraordinaire, il parle d'efficience. Vous connaissez l'efficacité, c'est faire quelque chose qui fonctionne, mais en fait on ne sait pas très bien pourquoi, on n'est pas très capable de répéter la performance. Ensuite, on s'est mis à parler d'efficience. L'efficience, c'est j'ai de l'efficacité, mais je sais pourquoi. Je suis capable de répéter la performance plusieurs fois. Et lui, il rajoute l'efficience. L'efficience, c'est de l'efficacité avec de l'efficience, mais portée par un sens qui va permettre aux gens de se mobiliser, d'être réellement présents et d'assumer, de prendre leurs responsabilités dans ce jeu-là. Ensuite, au niveau des comportements, et je vais conclure là-dessus, vous avez compris qu'il ne s'agit pas seulement de savoir-faire, il ne s'agit pas seulement d'être, il s'agit d'agir, d'être capable de se connecter à son contexte et de modifier son faire et son être en permanence. En revanche, la chose importante à comprendre, c'est que dans l'agilité, et ce sera mon mot de conclusion, tout dépend du contexte. Ce qui fait que si votre entreprise vit par exemple une crise un peu grave, un peu difficile, avec des ruptures technologiques ou des concurrents ou une crise financière, que sais-je, là, probablement qu'il faut savoir remonter et barycentrer votre comportement plutôt sur le haut de l'iceberg. Il faut prendre les rênes et puis prendre des décisions et y aller. Et les imposer et dire, regarde, maintenant, on est dans une période de crise, on fait comme ci, comme ça. Peut-être que vous vous trompez, mais il n'y a qu'à cette condition-là que vous avez une chance de vous en sortir. Si au contraire, vous êtes dans un moment un peu plus calme, un peu moins tendu, à ce moment-là, vous pouvez permettre de lâcher la bride, laisser plus de responsabilité, les gens prendre leur périmètre d'autonomie et fonctionner.
Mais il faut bien définir ces périmètres d'autonomie, et c'est la clé de voûte de l'agilité opérationnelle, définir pour chaque collaborateur un périmètre d'autonomie, comme l'exemple que je vous ai donné de cet ouvrier électrique l'a fait. Sur son chantier, il savait jusqu'où il pouvait prendre des décisions tout seul, et à quel moment il fallait qu'il s'en réfère à l'étage supérieur. Et l'agilité va consister à fonctionner entre ces deux pôles. Merci beaucoup. Merci Jérôme Barran. Vous qui êtes consultant, quels sont les problèmes concrets des entreprises qui viennent vous voir justement en consultation? Docteur Barran, trouvez-moi la solution. Sur quoi est-ce qu'on vous interroge? Alors moi, principalement sur le comportement des managers. Les gens ont compris que mettre en place une méthode agile, dont on va vous parler par exemple tout à l'heure, de gestion de projet, Scrum, pour parler que la plus célèbre, puis maintenant on parle de DevOps, etc. Mettre en place cette méthode, si on n'a pas travaillé sur le comportement, sur les périmètres d'autonomie, sur le fait qu'on libère un peu l'action, et je vais parler de la libération dans un instant, parce que j'ai la même position que Nicolas là-dessus, mais qu'on libère un minimum l'action des gens, et que les managers n'entretiennent pas ça, ne portent pas ça, ne l'incarnent pas, sans peur, ça ne marchera pas. On peut mettre une organisation libérée en place. Ok, la solution structure, on va changer la structure organisationnelle de telle sorte qu'on va libérer, on se dit, tiens, j'ai mis en place l'agilité parce que j'ai libéré mon organisation. Si on ne travaille pas sur la posture comportementale des managers et la façon dont ils vont faire vivre auprès de leurs collaborateurs cette organisation, ça ne marche pas. Mais ça veut dire qu'on doit les former. Absolument, doit les former ou les coacher. Et dans une entreprise, quel est le pourcentage de collaborateurs qui est prêt justement à fonctionner dans un type d'entreprise plus autonome ou libérée? Alors là, je vais vous demander de vous reculer parce que je vais avoir besoin de toute l'estrade. On va prendre le haut d'iceberg ici. Le haut de l'iceberg, donc vous avez compris, le tangible, où on fait vivre ça bien dans une entreprise, bien, j'ai presque envie de dire totalitaire, avec un chef qui dit comment faire les choses et les autres en dessous obéissent. Vous voyez, là, c'est bien le mode tayloriste, pardon. Terroriste un peu quand même. À l'autre bout, on va mettre l'entreprise libérée. Et je fais bien l'entreprise libérée, hein. Je ne vais pas le faire trop longtemps, hein. Mais l'entreprise libérée où chacun est censé être responsable, prendre de l'autonomie et savoir ce qu'il a à faire et s'ajuster tout seul avec les autres. On va aplatir les niveaux hiérarchiques, on va même supprimer les managers. Tiens, c'est une bonne idée. Ça va fonctionner tout seul. Eh bien, dans mon expérience, je n'ai pas fait l'étude de la recherche scientifique, hein, mais dans mon expérience, des gens capables de s'épanouir, d'être heureux, d'avoir de la joie dans ce système-là, j'en ai pas rencontré plus de 10%. Des gens qui ont besoin qu'on leur dise quoi faire, et ils sont heureux quand les choses sont clairement dites et qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. 10%. À l'opposé, des gens qui s'épanouissent, qui sont heureux au travail, dans la liberté totale, la pleine autonomie, la responsabilisation, sans avoir le sentiment que ça pèse trop lourd, hein, la responsabilité, et qui vont s'éclater dans ce système-là, pareil, 10%. C'est-à-dire que l'immense majorité des gens, elle est là au milieu, entre les 10 là et 10 là-bas. Ce qui fait que si je décide de garder mon entreprise sous l'emprise tayloriste, décidément, d'ici, ben je vais avoir 90% de malheureux. Mais d'accord, statistiquement. Ou alors, je recrute que des gens qui fonctionnent pareil. Ça s'appelle une entreprise sectaire. De l'autre côté, si je recrute dans cette entreprise, je la fais fonctionner en mode totalement libéré, sachant que moi, les entreprises libérées que j'ai rencontrées, j'ai surtout vu les patrons libérés qui se sont mis à prendre un nombre de congés absolument faramineux. J'ai des amis qui sont là-dedans, je suis assez sidéré, j'arrive pas à les suivre, moi, à prendre des congés avec eux, hein, c'est pas possible. Et donc, mettons qu'on mette tout le monde là-dedans. Est-ce que, statistiquement, les gens là, qu'ils ont à l'instant donné et au moment où ils libèrent l'entreprise, vont être tous comme ça? Non, non. Il y en a à tous les étages de ce spectre que j'essaie de dessiner. Donc, ils vont faire 90% de malheureux. Alors, petit à petit, ils vont s'en débarrasser pour n'avoir que des gens libérés. C'est une entreprise sectaire. Ce sont deux modèles dogmatiques. Et l'adaptation au contexte... Vous vous occupez des 90%. Alors, je vais y aller. Alors, l'adaptation au contexte, elle ne peut pas se faire par le dogme.
Elle peut se faire que par l'ajustement. Donc quand j'ai une situation qui réclame ça, il faut que j'y aille. Quand j'ai un contexte qui me réclame ça, il faut que j'y aille. Parfois c'est là, parfois c'est là, parfois c'est là. Il faut que je sois capable de naviguer. C'est ça qu'on apprend au manager à faire. Et c'est ça qu'on apprend à chaque collaborateur à faire. Et c'est le type de mission que je fais dans l'entreprise, d'essayer de faire fonctionner comme ça. Et c'est pour ça que j'ai créé un outil qui mesure cette capacité des gens. C'est l'outil que vous aviez en bas à droite, le truc coloré, où on mesure la capacité des gens à s'ajuster au contexte et à prendre plus ou moins d'autonomie et à travailler les uns avec les autres. Des questions à Jérôme Barran. Y a-t-il des mains qui se lèvent? Oui, volontiers. Merci de vous présenter. Merci de votre exposé. François Courvoisier, Haute École d'Arc à Neuchâtel. Il y a quelques années, on parlait d'holacratie. Il me semble que c'est un petit peu passé de mode, mais est-ce que vous faites une différence entre holacratie et entreprise libérée? Alors, Nicolas comme moi, on travaille dans un milieu qui est le milieu plutôt de l'intangible, hein, vous avez remarqué. On ne peut pas déposer de brevet. Alors, il y a des gens, la seule façon de protéger notre territoire, c'est le verbe, c'est le mot. Alors, il y a des gens qui ont appelé ça holacratie, il y en a qui ont appelé ça libéré. C'est proche dans l'esprit. Les agilistes, j'en montre un du doigt, là, ils ont appelé ça Scrum, ils ont appelé ça... On peut prendre le problème par tous les bouts, chacun va protéger son territoire comme il le peut. Moi, l'holacratie, je la trouve plus proche du modèle libéré, et je la trouve, dans la façon dont elle est présentée, je la trouve comme étant plutôt un modèle qui vient en substitution. Et par définition, je suis contre. Vous avez bien compris, puisque moi, je suis pour l'additif et la capacité de naviguer entre les modèles. Voilà, c'est un peu ça. Mais dans l'esprit, c'est assez proche. Et ce n'est pas par hasard. On parle tous de la même chose, d'un monde qui se transforme et du fait qu'on ne peut pas continuer à rester dans un régime tayloriste. Encore une question? Oui, madame. Ah oui, complètement. Complètement. Et je vais dire, dans chaque métier, pour chaque collaborateur, un ouvrier à la chaîne, probablement qu'il y aura plus du côté tayloriste que du côté libéré, mais il faut lui laisser un minimum d'espace de liberté. Ne serait-ce que de déplacer l'outil d'un côté et de l'autre. Moi, j'ai travaillé avec Caterpillar à une époque, où ils ont travaillé sur ce phénomène-là, et ils ont fait une chaîne fictive où ils ont analysé comment les choses fonctionnaient. Ils ont vu ce qui devait rester de l'ordre de la règle et ce qui devait fonctionner de l'ordre de l'adaptatif, hein, du régulé versus adaptatif, dans tous les postes. Après, il y a des métiers qui ont plus d'adaptatif que de libéré, mais oui, bien sûr, dans chaque entreprise et dans chaque poste. Et puis, on ne peut pas virer tout le monde. Moi, je trouve ça difficile, quoi. Une entreprise a une responsabilité sociale, hein, et sociétale. Et donc, effectivement, il faut penser l'organisation en fonction de ces personnes. S'il y a des tâches qui sont vraiment très répétitives et qu'on a des collaborateurs qui sont très bons dans ce jeu très régulé, eh ben, je vais peut-être réorganiser ma boîte pour que ce soit plutôt eux qui fassent ça et les autres fassent l'autre partie. C'est comme ça qu'il faut penser l'entreprise. Il ne faut plus la penser par rapport à la productivité absolue. Parce que l'important, ce n'est pas d'être très productif, c'est de créer de la valeur, plus que de baisser les coûts. C'est pour ça que le lean, par exemple, c'est de l'agilité, le lean, hein, à condition, comme le cholestérol, que ce soit du bon lean. Ce n'est pas juste un amaigrissement des coûts, hein, c'est aussi de la création de valeur, on l'oublie, hein, dans le lean. Et généralement, on travaille beaucoup sur les coûts. Mais comme les financiers, hein, qui regardent profit égale recette moins dépenses. Mais il est plus facile de réduire les dépenses que de maximiser les recettes, sauf en augmentant les prix. Voilà, il faut trouver le bon équilibre, mais il y a de tout dans l'entreprise. Il y a du régulé, il y a de l'adaptatif, il y a du taylorien, il y a du libéré. Et à vous de trouver la bonne organisation pour chaque collaborateur ou dans la façon de structurer votre métier. Jérôme Barran, avant qu'on vous libère, j'aimerais que vous nous expliquiez à quoi correspond ce nez de clown que vous portez depuis le début de votre intervention. C'est parce que, alors, il y en a qui disent, ouais, il est stressé, c'est un anti-stress, pas du tout. Je suis pas du tout stressé. J'ai cru que c'était un nez de clown, en fait c'est non, c'est une balle. Okay. C'est une balle parce qu'il peut m'arriver de démontrer ce que c'est que l'agilité de cette manière-là. Ça vous ennuierait pas de me la rendre. Désolé, hein, le premier cobaye, c'est toutes mes excuses d'avoir fait ça. Ah, il est là le truc. Okay. Donc c'était ça. Je l'ai envoyé une première fois, et puis ensuite je l'envoie une seconde fois. Et bien meilleur, hein, vous avez noté. Alors, pour quelles raisons il est meilleur? Ça va me permettre d'expliquer ce que c'est que le comportement agile. Il est meilleur pour 3 raisons principales, qui sont exactement les 3 raisons qui ont été évoquées par Nicolas. Créer des technos, créer des technos, faire ce que les technos ne font pas, et avoir une vision globale. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur n'avait pas une vision globale. Je l'ai choisi parce que j'avais vu qu'il n'avait pas la vision globale, il avait le regard qui était plutôt devant lui.
et pas sur la salle. Donc il ne pouvait pas attraper la balle. Sans vision globale, on ne peut pas être efficace dans le faire. Deuxièmement, monsieur l'a attrapé parce que lui, il avait la vision globale. Qui plus est, je l'ai averti en le regardant. Je n'ai pas dit, eh oh, je vais te l'envoyer. Non, je l'ai regardé, il s'est dit, ça va être pour moi. Et il s'est dit, waouh. Hein, j'ai intérêt à ne pas rater. Hein, parce que quand le deuxième rate, c'est embêtant. J'ai toujours un troisième à choisir après, hein, d'ailleurs. Mais voilà, sans doute un peu de pression. Et du coup, moi, je l'ai averti, ce qui est un geste collaboratif envers lui. Donc c'est le côté, là, ce que la techno ne peut pas faire. Elle ne sait pas gérer la relation. Okay, je l'ai averti, je lui ai envoyé correctement. Alors que lui, je l'ai envoyé comme un cochon. Je n'ai pas fait attention, j'ai envoyé comme ça. Derrière, elle atterrit sur la table. Là, je l'ai bien envoyé. Dire que c'est un jeu à deux. Moi aussi, j'ai été dans l'agilité. Vous ne pouvez pas être agile si moi, je ne le suis pas avec vous. Donc, vous n'aviez aucune chance de réussir parce que moi-même, je n'étais pas dans l'agilité vis-à-vis de vous. Donc, vous êtes tout excusés. Vous êtes aussi bons que les autres. Il n'y a aucun problème. Okay. Troisièmement, c'est la création. Est-ce que c'est fréquent de voir un conférencier balancer une balle à la figure de quelqu'un en pleine salle ? Et les deux, finalement, lui, il ne s'est pas plaint, et heureusement, parce qu'il est beaucoup plus grand que moi, donc j'aurais eu des problèmes. Et la deuxième personne a accepté de jouer le jeu. Merci beaucoup. Vous avez accepté de sortir du cadre, faire quelque chose de différent. C'est ça les trois choses importantes pour tous les collaborateurs dans l'agilité. Une capacité à anticiper le système et à être en lien en termes de risques et de conséquences. Hein, je ne l'ai pas envoyé quand même près du verre pour qu'il aille le chercher près du verre. Anticiper les risques et les conséquences, coopérer dans une relation satisfait pour que tout le monde soit à l'aise et être capable de sortir du cadre. Oui, ça, ce sont les trois choses importantes et ça correspond bien exactement à ce que vous disiez tout à l'heure. On va se souvenir de votre balle rouge, Jérôme J'espère. Barrand. Merci beaucoup, on vous applaudit.